dire à tous à quel point moi je suis émue, donc je vais essayer aussi de maîtriser mon émotion. Émue d'être là parce que c'est une très belle cause. Ça fait plus de 10 ans que je vous ai rencontré au Centre Ressources et que je suis avec vous dans cette belle aventure. Le chemin reste, on a toujours l'impression qu'on est au début de l'histoire, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est un vrai bonheur et à chaque fois quand je vois autant de monde qui se réunissent voilà, sous ces valeurs-là, je suis toujours émue parce que je me dis, voilà, plus on sera nombreux et puis toujours ce slogan, mieux comprendre pour mieux agir pour aussi être acteur, c'est le slogan de Ressources et agir ensemble, on est toujours plus fort et quels que soient nos titres ou pas, nos formations, je ne suis pas médecin, mais j'allais dire on a tous quelque chose à se donner les uns aux autres et donner, recevoir avec beaucoup d'humilité. Moi j'ai toujours l'impression que je ne sais rien et que j'apprends, la curiosité, donc se nourrir, et c'est ce que l'on va faire dans ce magnifique colloque. Alors j'espère pouvoir apporter des petites choses. Bien sûr que le sujet que tu m'as confié, mieux gérer le stress à l'aide de composés naturels actifs, donc par rapport aussi à la nutrition, est un sujet qui pourrait nous prendre la journée, voire plus que la journée, des semaines. Donc il a fallu, sur le temps qui m'était imparti, j'ai fait des choix, vous m'en excuserez, c'est loin d'être exhaustif, mais bon, je mettrai peut-être l'accent sur des petites choses en espérant que je rebondis sur ce que les psychologues ont dit. J'ai adoré le terme « responsibility » en 2 mots, et que nous gagnons tous en agilité et en habilité pour être plus responsive. C'est comme ça. Je ne suis pas très anglaise, moi. Mais alors, mieux gérer le stress à l'aide de composés naturels actifs. Bien évidemment, le stress, et j'allais vous dire, aujourd'hui, quand je vois au cabinet tous les patients qui viennent, si je vous dis que 99,9% des patients sont impactés par ce fléau, comment passer au travers entre tout ce que l'on a vécu depuis déjà bien avant le Covid, la crise du Covid, les guerres qui s'enchaînent, ces peurs qui viennent frapper intimement dans nos corps, voire la violence, c'est vraiment quelque chose, l'insécurité, tout ça vient exacerber ce fléau qu'est le stress, et nous sommes tous confrontés à cela. Bien évidemment, je reprends l'image que Jean-Loup utilise beaucoup dans ses conférences. Quand on se trouve impacté par ce trauma, et c'est vraiment le mot trauma, tu l'as dit plusieurs fois ce matin, Jean-Loup, le traumatisme, on vous apprend que vous avez un cancer, c'est les 2 tours jumelles, quoi. C'est tout s'effondre dans votre vie. Et face à ça, que faire, hein? Alors, revenir sur la définition du stress, c'est assez intéressant parce qu'il y a le bon stress, mais le stress chronique, c'est peut-être pas l'idéal pour notre physiologie parce qu'il peut nous faire basculer dans la physiopathologie et puis on peut aller jusqu'au burn-out, bien évidemment. Donc, le terme stress vient du latin stringere, qui veut dire rendre raide, serré, pressé. D'ailleurs, quand je reçois les patients au cabinet, en 30 secondes, assez vite. Alors avant le Covid, on serrait les mains. Maintenant, on ne les serre plus, donc on n'a plus non plus ce contact. Ça reviendra probablement. Mais on voit les mâchoires serrées. D'ailleurs, vous pouvez simplement vous poser la question, là, est-ce qu'au moment où je vous parle, vous avez les mâchoires qui se touchent l'une contre l'autre parce que c'est un état de stringere, de serrer. Apprendre à aussi ouvrir les mâchoires, ça fait partie des petits gestes dans la journée qui nous permettent de se déstresser. Mais donc, stringere, rendre raide, serré, pressé. Racine latine reprise par la langue anglaise, assimilée au mot distress, déstress, étroitesse. Le terme stress désigne à la fois l'agent responsable de l'agression, bien sûr, qu'est-ce qui me stresse, mais la réaction initiale, c'est-à-dire cette capacité d'adaptation face à cette agression, et c'est là où on parlera du bon stress et du mauvais stress, parce que heureusement qu'il se passe quelque chose et que j'ai une réaction de stress, parce que c'est ce qui va me donner l'impulse pour agir. Et encore une fois, on est ici tous ensemble, parce que c'est
mieux comprendre, pour mieux agir. Donc, il y a quand même quelque chose de physiologique qui est important. Si on est sidéré, on n'agit pas. Et quand on est dans la sidération, on ne peut pas se défendre. Donc il est important qu'il y ait quand même des réactions physiologiques qui s'enclenchent. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas tout mauvais non plus. Et puis bien sûr, les conséquences sur la santé. Donc on voit que également Hans Selye, en 1925, a donné une définition: changement brutal survenant dans les habitudes d'une personne jusque-là bien équilibrée et susceptible de provoquer des altérations psychiques et somatiques. Et c'est lui qui a décrit le syndrome général d'adaptation en 3 phases, que nous allons voir. Donc, vous avez... Ah, c'est vrai qu'il y a un petit pointeur, voilà. Donc, ici, vous avez, comme je vous le disais, il y a un bon stress, hein, le fait d'être... alors, quand on a des petites choses à faire, ça nous met une petite pression. Comme moi, là, le fait de monter devant vous, je ne vais pas vous le cacher, j'ai eu un petit moment de stress, parce que c'est impressionnant. Donc ça, c'est le bon stress, mais ça ne me rend pas malade non plus. Donc voilà, ça me permet d'agir et puis de me libérer après de mon stress. Donc il y a vraiment ce bon stress. C'est la zone optimale du stress. Donc vous voyez, on est dans la performance, la satisfaction, la progression, tout va bien. En revanche, lorsque ce stress devient chronique, ou je rebondis sur ce que les filles ont dit, lorsque l'on est empli de culpabilité, d'immobilisme, d'impuissance, le sentiment que de toute façon tout est joué, eh bien on va basculer du côté obscur de la courbe, et c'est là où il faut qu'on essaye de trouver les outils aussi bien dans l'assiette que, et vous le verrez, il n'y a pas que l'assiette bien évidemment, qui nous permettent de pouvoir se remettre dans une zone qui va être beaucoup plus physiologique et non pas physiopathologique. Alors, la courbe d'un côté est très intéressante. Alors, je vais la mettre là parce que je l'ai mise en grand pour que ce soit un petit peu plus lisible. Donc là, vous avez les 3 phases d'adaptation face au stress. La phase d'alarme, j'apprends que j'ai un cancer, typiquement, voilà, où j'ai une... Alors, je parle du cancer, mais ça peut être, voilà, je viens de subir une agression, hein, je vais avoir une sécrétion d'adrénaline, bien évidemment, et puis je vais commencer à surutiliser le magnésium, et si le stress perdure, ce qui est le cas quand même, quand on a un cancer, ça ne se soigne pas en 5 minutes. Donc, on va rentrer dans ce qu'on appelle une phase de résistance, un stress chronique, sans compter le contexte actuel, hein. Encore une fois, là, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en phase de résistance. Et ce qui est intéressant de voir là, c'est à quel point notre corps est bien fichu, parce qu'on a des neuromédiateurs qui vont pouvoir être utilisés pour nous permettre de faire face, parce que c'est ça l'idée, c'est faire face. Bien, en début de phase de résistance, donc on voit la courbe en rouge, c'est l'hormone du stress chronique, c'est le cortisol. Plus le cortisol augmente, c'est-à-dire plus le stress chronique continue et perdure dans le temps, plus je vais utiliser mes neuromédiateurs, sérotonine, dopamine, mais également d'autres cofacteurs, le magnésium, voilà, pour faire face. Sauf que, comme vous pouvez le voir, quand ça dure trop longtemps et que ça se chronicise, eh bien on voit toutes les courbes qui s'effondrent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai surutilisé ma sérotonine, j'ai un effondrement de ma sérotonine, c'est pour ça que j'ai marqué aïe 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 ma sérotonine. Idem pour la dopamine. Alors la sérotonine, c'est le neuromédiateur de la sérénité, c'est ce qui nous permet de rester plus serein, d'avoir plus de recul face aux choses. J'ai toujours l'effet airbag, voilà, ce qui nous permet de faire face. La dopamine, dans dopamine, on entend doper. Donc doper, c'est je me lève le matin, j'ai de la dopamine, donc je peux enclencher ma journée, j'ai de l'énergie, je peux me projeter, voilà. Là, on perd sa dopamine. Donc vous voyez bien qu'en termes de symptomatologie, ça ne va pas rigoler. À la fois sur l'humeur, sur ma sérénité, elle va s'effondrer. Sur ma dopamine, je vais perdre mon allant, mes bras vont tomber, je ne vais plus avoir la capacité à y aller. Bien évidemment, quand je pense à ça, parce que quand je reçois les patients assez vite, je perçois la symptomatologie, et bien évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'immobilisme. Ça veut dire je ne suis plus capable, j'ai plus envie, mais donc voilà, je ne vais pas me mettre à bouger alors que je devrais bouger, j'ai plus envie de me projeter. Donc
ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que l'on agisse pour nous aider et vous aider à être plus fort face au stress chronique. Et puis bien sûr, ce magnésium, on en reparlera, qui est un cofacteur indispensable à des centaines de réactions dans notre organisme. Voilà. Et puis, vous voyez, effectivement, le cortisol continue à monter. Donc, nos neuromédiateurs, sérotonine, la courbe en verte, dopamine, la courbe en bleu, s'effondrent. Le magnésium, on n'en parle même plus. Et on arrive dans ce qu'on appelle le burn-out. Donc, le burn-out, vous voyez que tout est écroulé. Il n'y a plus rien. Et le burn-out, on ne se lève plus, on n'a plus envie. Là, mais on n'a même plus, on n'a plus assez de sérotonine, on n'a plus de dopamine. Donc, c'est pas la joie. Alors, je reviens sur ces 3 phases, parce qu'effectivement, elles sont importantes, pour resituer que, encore une fois, agir face au stress, c'est garder notre capacité d'adaptation. Et la phase 1, c'est une première réaction contre l'agression qui va mobiliser toutes nos ressources. Alors j'ai mis l'exemple de ce guépard qui est en train de chasser. Forcément, je ne me rappelle plus du nom de la gazelle. La gazelle, elle est en phase 1 de réaction contre l'agression. Donc elle se barre, elle va au plus vite, elle galope. Et heureusement, c'est ce qui va peut-être lui permettre de se sortir des dents du danger. Donc, effectivement, réponse hormonale d'urgence, adrénaline, libération de glucose, il faut courir, donc on va aller utiliser notre glucose. L'objectif de cette phase, c'est pour ça que je vous disais, il y a bon stress et mauvais stress, mais l'objectif de cette phase, elle est de nous rendre plus forts pour faire face, pour fuir le danger, donc pour augmenter la force musculaire, augmenter l'oxygénation des muscles, du cœur, du cerveau. Bien évidemment, du coup, on va augmenter notre fréquence cardiaque, la tension, etc., les niveaux de vigilance, etc. On arrive à cette phase de résistance. Là, effectivement, l'agression persiste. Donc, augmentation du cortisol, augmentation de la glycémie. Notre sérotonine, notre dopamine vont être surutilisées et une augmentation des dépenses énergétiques. Et enfin, la phase 3 d'épuisement. On voit là, ça y est, cette ficelle qui craque. C'est l'épuisement énergétique. On n'a plus du tout ni de dopamine, ni de sérotonine, ni de magnésium. Donc là, c'est vraiment la fatigue, la dépression, l'anxiété et le burn-out qui nous guettent au virage. Donc, les effets, maintenant que vous avez compris un petit peu les 3 phases de ce stress et de se dire qu'est-ce qui se passe quand même au niveau de mes neuromédiateurs, etc., ce stress, en fait, pour faire simple, le message que vous devez retenir, c'est le stress va me donner une production, le stress chronique va me donner une production de cortisol, mais au départ, il est indispensable dans la phase d'alarme pour enclencher mes moyens de réponse, de fuite, il est indispensable. En revanche, il est délétère sur la santé si l'état de stress se chronicise. Donc en clair, il faudra qu'on essaye de prendre conscience de cet état de stress, de se l'avouer parfois aussi, pour se dire qu'est-ce que je peux faire face à ça. Le stress chronique, et en particulier donc, cette surproduction de cortisol, d'accord, va entraîner, et vous imaginez bien que dans un contexte de cancer, avoir un terrain, vous avez déjà un terrain immunitaire qui est fragilisé. Donc là, cela va entraîner une baisse de l'immunité, un déséquilibre de ce que j'appelle la base. La base de la base, c'est et c'est pas Vincent Castronovo qui me dira l'inverse, sur les déséquilibres du microbiote et de l'hyperperméabilité intestinale. De l'énergie qui est complètement aujourd'hui, qui sera complètement dissoute, donc avec une fatigue. Et la fatigue, allez, c'est le cercle vicieux. Plus je suis fatiguée et plus ça empire l'histoire. Une augmentation de l'excitabilité musculaire. Rappelez-vous, on bouffe notre magnésium, donc on va avoir de plus en plus de crampes, mais ça va majorer aussi les douleurs, etc., etc. Une baisse des neuromédiateurs, on l'a vu. Donc ça veut dire quoi? Si j'ai moins de sérotonine, j'ai plus d'anxiété. On va le voir parce qu'on va aller dans les détails de la sérotonine, mais du coup, ça va m'entraîner des troubles du sommeil. Et le sommeil est fondamental. Il n'y a pas un patient qui passe pas dans mon cabinet sans que je lui demande est-ce qu'il dort bien, est-ce qu'il se sent récupéré le matin quand il se réveille, combien d'heures il dort. C'est fondamental. C'est pendant la nuit aussi qu'on se répare. Donc, vous voyez à quel point
tout est lié, d'accord ? Donc là, on va avoir ces troubles du sommeil. Une augmentation de l'insulinorésistance, comment dire que la voie de l'insuline, quand on a un cancer, ça met du feu aux poudres et ce n'est pas l'idéal. On augmente l'inflammation. Jean-Loup en parlait ce matin avec la fameuse roue où on voyait un petit peu les processus d'une cellule cancéreuse et où l'inflammation avait mis du temps à être incorporée dans cette roue. Mais oui, l'inflammation, eh bien, ça vient mettre encore du feu sur les braises, pardon. Et puis, bien sûr, des agressions vasculaires, une baisse de la densité osseuse, etc., etc. Bref, en clair, le stress chronique avec une production de cortisol au long cours, c'est pas bénéfique. Alors, je reviens sur cette sérotonine parce que je vous ai pris cet exemple, l'exemple flagrant de l'action délétère du stress sur la production de la sérotonine. Donc, vous avez vu tout à l'heure que je vous ai dit, vous l'avez vu sur la courbe, quand on est en état de stress, on surutilise les moyens dont on dispose, c'est-à-dire nos neuromédiateurs. Donc on va surutiliser notre sérotonine et puis à un moment, effondrement. Mais en plus, ce n'est pas le tout. C'est que quand on est donc en état de stress, alors voilà la synthèse normale de la sérotonine, notre neuromédiateur de la sérénité, je le redis pour ceux qui auraient peut-être loupé cette information. Mais ça provient d'un acide aminé qui s'appelle le tryptophane, que l'on trouve dans l'alimentation, certes. Ce tryptophane, en temps normal, il se transforme. Alors, je ne vous ai pas mis ici, on le verra plus tard, mais il y a des cofacteurs indispensables, le magnésium en particulier, vitamine B, fer, etc. Et donc, ce tryptophane va se transformer en sérotonine. Et vous voyez apparaître pourquoi il est important de s'occuper de ce neuromédiateur, parce que la sérotonine est le précurseur de mon ami la mélatonine pour pouvoir bien dormir. Donc ça, c'est important. En cas de stress chronique, alors il en va de même si on boit beaucoup d'alcool ou en cas de terrain inflammatoire aussi, eh bien malheureusement, le tryptophane ne va pas pouvoir s'engager dans cette voie pour fabriquer notre propre sérotonine. Il va être dévié dans des voies qui sont toxiques en oncologie. C'est la voie des kynurénines. Je ne vais pas développer plus que ça, mais en tout cas, ce n'est pas une bonne voie quand on a un cancer. Donc, on voit à quel point gérer le stress est important au-delà du fait juste de se sentir un petit peu mieux, quoi, voyez, pour soutenir vos neuromédiateurs. Autre impact du stress sur le microbiote. Le stress agresse l'équilibre du microbiote intestinal. Aujourd'hui, je pense que et d'ailleurs je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a encore quelques années, quand on disait, enfin moi, quand les patients venaient me voir et que ils me parlaient, il fallait que je les aide pour la nutrition, etc. Et que je leur disais, mais là il faut qu'on s'occupe de votre intestin, ils ne comprenaient pas l'histoire. Mais en fait, tout est lié. Aujourd'hui, on parle de deuxième cerveau. Moi, je dirais même que c'est le premier. Donc, du coup, le stress, c'est vraiment un agent sur lequel il va falloir se mobiliser parce qu'il agresse l'équilibre de notre microbiote intestinal et il perturbe cet axe intestin-cerveau. Là, vous voyez, c'est une publication de Nature Communication, mais c'est une autoroute à double sens, c'est-à-dire que c'est un cercle vicieux. Si j'ai un déséquilibre de mon microbiote intestinal, et tout doucement, je vais vous emmener vers la nutrition, forcément, mais si j'ai un déséquilibre de mon microbiote, eh ben, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il va y avoir un signaling cellulaire, cytokine pro-inflammatoire, etc., qui vont contribuer à me donner aussi de la neuroinflammation, de la dépression, et donc un état qui ne va pas être bon pour m'aider à être fort sur mon terrain. Donc c'est vraiment une autoroute à double sens. Pour ceux qui ne... Parce que c'est vrai que l'Assemblée était vaste aujourd'hui, et je me suis dit qu'il y avait peut-être des gens qui n'avaient jamais forcément entendu parler de l'intestin ou qui n'avaient pas vu. Donc c'était juste pour vous montrer que voilà, le stress... mais bien sûr, la malbouffe, alors je dis la malbouffe en général, mais ça peut être aussi parfois, on n'a pas l'impression de mal manger, mais certains déséquilibres alimentaires. Et puis,
autres, voilà, certains médicaments, etc., vont avoir un impact sur cette barrière. Vous avez ici, vous voyez, le côté d'une barrière qui est plutôt en bonne santé, donc bien jointive. Vous avez ce sont les cellules intestinales les unes contre les autres, ça fait comme des chamallows qui sont collés les unes contre les autres avec des jonctions serrées, des desmosomes, etc., comme des petits verrous, clac, clac, clac. Et en fait, ne peut passer à travers cette barrière, dans une barrière qui est en bonne santé, que ce qui n'a le droit de passer physiologiquement. Et dans ces cas-là, tout va bien. En revanche, quand on a donc du stress, puisque c'est l'objet de cette conférence, eh bien, ça va venir casser ces jonctions serrées. Et du coup, il va y avoir, au lieu que les chamallows soient, donc les entérocytes soient les unes contre les autres, eh bien, il va y avoir des ouvertures. Ça va faire comme une passoire, un intestin poreux. Et du coup, vous allez avoir à la fois des morceaux d'aliments, des antigènes alimentaires, mais des bactéries, des virus qui vont passer aussi, des lipopolysaccharides, on le verra plus loin, mais c'est des substances qui ne devraient pas passer, des toxines, et qui vont venir, du coup, perturber votre système immunitaire et créer de l'inflammation. Et cette slide, elle a été uniquement, je l'ai mise là pour vous montrer à quel point, quand je vous dis que pour moi le microbiote c'est la base, c'est vraiment une base, quand les patients viennent me voir, de m'intéresser à leur intestin, parce que l'immunité, alors, vous voyez, alors selon les papiers, parce que ça varie, là vous voyez, entre 60 et 70%, mais ça peut être plus, de notre système immunitaire, vous voyez, il est complètement dépendant de l'intégrité de cette barrière intestinale. Donc, encore une fois, le stress va venir altérer ma barrière. Si j'altère ma barrière, je vais avoir mon immunité qui va baisser. Et quand on doit faire face à un cancer, puisqu'aujourd'hui on veut gagner en ability, pour être plus fort face à tout ça, eh bien, il est intéressant de se dire non, il faut que je garde, que je préserve mon immunité, mon terrain immunitaire, et ça passera par le microbiote, ça passera par mon intestin, avoir une barrière qui soit la plus imperméable possible. Voilà. Ça, c'était une illustration pour montrer, voilà, bon, en l'occurrence, si on mange pas bien, mais attention, je rejoins les filles sur la culpabilité, et c'est pas parce que je suis diététicienne, et je le dis droite devant vous, du haut de mes 1m55, il m'arrive, j'ai mon fils qui est venu avec moi m'écouter sur cette conférence, parce que lui aussi est investi au centre, et je suis très fière qu'il soit là, mais c'est de dire qu'il m'arrive de l'accompagner de temps en temps, et il a envie de manger un burger. Eh bien, excusez-moi de vous le dire, je le dis bien droit, c'est la vie aussi. Je n'ai pas un discours culpabilisant, voilà, parce que je vais vous dire à quel point être diététicienne, des fois, c'est compliqué, parce qu'à chaque fois que je vais quelque part et que je me déplace, on regarde ce que je bois et ce que je mange. Voilà. Alors, à la veille des fêtes de Noël, parce que c'est dans 1 mois et demi, je vais tout de suite vous déculpabiliser, parce que comme je dis à mes patients, quand ils entrent dans mon cabinet en étant un petit peu recroquevillés, d'un air de dire « je vais voir la diète, oh là là, régime !» Alors, je l'explique, ma façon de voir, moi je suis lyonnaise, mais j'adore Aix-en-Provence, allez l'OL, mais l'OM aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'adore manger, la gastronomie c'est un plaisir de la vie, et je vous souhaite à tous d'avoir du plaisir dans ce que vous mangez, et qu'on a le droit de manger du chocolat à Noël, on a le droit de se faire plaisir de temps en temps. Par contre, être conscient, savoir que si je fais ça tous les jours, c'est peut-être ce qui va être problématique. En revanche, si je le fais de temps en temps, dans un moment de convivialité, avec un verre de champagne ou un verre de vin, hier soir on a passé une excellente soirée avec toute l'équipe, et je ne me suis pas gênée pour prendre un bon verre de vin, voilà, eh bien, s'il vous plaît, gardez ce plaisir. Et c'est une diète qui vous le dit. Bon, alors, une fois cela dit, on revient à la conscience. Voilà, ça s'appelle l'ability, vous voyez. Donc, sans culpabilité, mais imaginons que nous soyons dans la
junk food, la malbouffe, d'accord ? C'est-à-dire qu'on n'a pas encore conscience que, voilà, et que tous les jours, on est plutôt sur burger, etc. Enfin, en gros, des acides gras saturés, etc., du sucre à gogo et tout ça. Bref, il y a certaines bactéries, je ne suis pas là pour vous faire un cours, mais c'est juste pour vous expliquer qu'il y a la barrière d'un côté, mais voilà, il y a des bactéries Gram- qui vont libérer certaines toxines, les LPS, on se fiche du nom, voilà, et du coup, ces LPS vont contribuer encore une fois, à faire que mes entérocytes craquent, l'effet passoire, et bien tout ça va avoir des conséquences sur l'immunité, mais pas que, sur la progression de l'inflammation, sur la progression de cette maladie qui est de plus en plus, qui se développe de plus en plus, la stéatose hépatique. Merci tous les jus de fruits et sodas. La baisse de la sensibilité à l'insuline, voilà, de l'inflammation à gogo, et l'inflammation pour un patient qui a un terrain malheureusement touché par le cancer, c'est encore une fois du feu sur les braises. Oups, je reviens, je passe un peu vite. Voilà. Donc, en clair, lorsqu'on a une hyperperméabilité intestinale, je reviens à nos moutons impactés par un stress qui ne serait pas contrôlé, vous voyez que ça fait le lit de multiples pathologies. D'accord ? Voilà. Autre point, alors là du coup je rejoins notre ami Jean-Loup ce matin, c'est que le stress, figurez-vous, il avait parlé des télomères, je ne sais pas si vous vous rappelez sur sa présentation, dans les patients touchés par un cancer de la prostate, et qui avait suivi, il y avait un groupe qui avait suivi un protocole comme ressource d'accompagnement, puis un groupe qui ne l'avait pas suivi, et il a dit, eh bien en fait, alors les télomères, je vous rappelle, c'est les petits capuchons rouges qui sont au bout du chromosome, d'accord ? Et il s'avère que la longueur de ces télomères est prédictive de notre durée de vie. C'est-à-dire que plus ils sont longs, plus on va vivre longtemps. Par contre, plus ils raccourcissent, plus notre durée de vie raccourcit aussi. Et donc, il avait expliqué que voilà, dans ce groupe qui avait suivi le protocole, un petit peu comme un accompagnement comme ressource, eh bien, la longueur des télomères qui concernait même l'immunité avait été non seulement, n'avait pas raccourci par rapport à l'autre groupe, mais en plus avait augmenté. Eh bien, il s'avère que le stress raccourcit la longueur de ces petits capuchons. D'accord ? Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, donc raccourcit les télomères, donc notre durée de vie. Autre impact du stress, alors là aussi, l'homocystéine, ça va faire un petit peu peur, mais je ne pouvais pas ne pas l'évoquer, donc je vais l'évoquer de façon très simple. Le stress augmente l'homocystéine, et donc à la fois, l'homocystéine est un marqueur de risque cardiovasculaire. On sait que plus on a une hyperhomocystéinémie, et plus on a un risque d'avoir un AVC, mais pas que. C'est-à-dire qu'on sait également que quand on a une hyperhomocystéinémie, c'est qu'on a souvent aussi associé des problèmes de méthylation, donc des dysméthylations. Et là aussi, avoir un problème de dysméthylation, c'est en oncologie, ça peut être catastrophique parce que, par exemple, on sait que si on méthyle pas correctement, on peut avoir l'expression de certains gènes qui peuvent être diminués. Et je parle par exemple, ça parlera à tout le monde, on a des gènes qui vont exprimer des cellules antitumorales, enfin des suppresseurs de tumeurs, si vous voulez. Et si je méthyle pas bien, eh bien je peux du coup ne pas avoir cette possibilité de réponse pour m'aider. Pas de gènes suppresseurs de tumeurs. Donc vous voyez que il y a une importance à bien méthyler. La méthylation, c'est par le biais des vitamines B, en l'occurrence B6, B9 et B12. Et du coup, avoir une hyperhomocystéinémie, c'est pas très très bon sur un terrain qui est concerné par le cancer. Par ailleurs, l'homocystéine, quand elle est trop élevée, eh bien, ça va faire un burst oxydatif sans rentrer dans les détails. Trop d'eau oxygénée, en l'occurrence, dans cette revue-là, dans ce papier-là, à la fois. Donc l'oxygéné, c'est bien, tout ce qu'on a dans notre corps, on en a besoin à un moment, mais si c'est trop, là, c'est délétère. Et sur un terrain qui est touché par le cancer, ça peut, on va dire, neutraliser des enzymes qui s'appellent les catalases, peu importe le nom, mais en fait, ce sont des enzymes qui vont nous permettre d'avoir plus de capacité antioxydante. Donc, à la fois, on a un burst oxydatif, on s'oxyde plus, et j'ai moins de réponse antioxydante, donc je me défends moins bien. Et déjà, dans un terrain
touchés par le cancer, on a déjà une inflammation, donc une oxydation qui est majorée. Quand il y a inflammation, il y a oxydation. Et quand il y a oxydation, il y a inflammation. C'est un cercle vicieux. Donc, cette hyperhomocystéinémie, c'est quelque chose sur lequel il faut avoir un petit regard ou un grand regard. Et d'ailleurs, on devrait tous, une fois dans notre vie, se faire un dosage de l'homocystéine. Je l'ai fait moi-même. Voilà, c'est hyper important de savoir où on en est à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que c'est souvent pas proposé, malheureusement. Mais il y a quelques laboratoires qui le font, et il y a même un laboratoire, voilà, je regarde Vincent Castronovo, mais voilà, il y a aussi un labo qui le propose à des tarifs vraiment, par rapport à avant, c'était très cher. Moi, à l'époque où je l'ai fait pour moi, j'ai payé, je crois, 70 €. Et aujourd'hui, j'en vois beaucoup de patients parce que ça coûte vraiment 3 francs 6 sous. Donc, voilà, merci en tout cas pour avoir fait évoluer ces tarifs. Donc, vous l'aurez compris, l'hyperhomocystéinémie, eh bien, ça augmente le stress oxydant, plus de burst oxydatif, plus d'inflammation, et sur un terrain touché par le cancer, niet quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on puisse agir. Enfin, le stress augmente aussi les risques d'ostéoporose. On parle de fracture de stress, je passe vite. Et notre alimentation, et ça c'est un vrai constat, je le constate assez souvent dans mon cabinet, encore une fois, sans avoir un regard culpabilisant sur les patients, et je rejoins ce que les filles ont dit. En tout cas, chaque personne, quand elle arrive, que ce soit vers moi ou voilà, moi en tout cas, je la prends où elle est. Et je ne suis pas là en train de juger comment elle mange. Je suis surtout là pour l'accompagner et l'aider à y voir un peu plus clair pour avancer. Et j'ai adoré l'idée aussi il vaut mieux un demi-chemin que pas de chemin du tout. Je dirais même que moi, je dis à mes patients, il vaut mieux que vous avanciez à la vitesse d'un escargot plutôt que de ne pas avancer du tout. Et moi, ça me va si vous, c'est votre rythme. Donc, effectivement, respecter le rythme, c'est important. Pas de message culpabilisant. Parce que là, ça y est, on va toucher à la nutrition. Donc, il faut quand même toujours avoir cette bienveillance. Mais notre alimentation joue un rôle dans le développement et l'entretien du stress. On sait, et ça ce sera le topo, donc je n'empiéterai pas sur le topo d'Anne-Marie sur l'alimentation et les dégâts de l'alimentation ultra transformée qui augmentent le risque de symptômes dépressifs et anxieux. Voilà, évidemment, le constat, c'est que quand on mange trop des régimes hypercaloriques, trop d'acides gras saturés et toute l'alimentation ultra transformée est bouffie, et cafée de ces acides gras trans, voilà. Trop de sucre également, c'est le mal du siècle, le sucre, ils en mettent de partout, évidemment, parce que comme ça on y revient, et puis on mange plus vite et plus que ce que l'on ne devrait. Mais là aussi, c'est la voie de l'insuline, c'est la voie de l'inflammation. Donc, il faut apprendre à modérer ça. Évidemment, quand on ne mange pas suffisamment équilibré, eh bien, on a des déficits importants en micronutriments, magnésium, folate, zinc, vitamine D, vitamine C, etc. Donc ça, c'est quand on mange peu de légumes. Et il y a pas mal de personnes qui parfois, moi je les vois dans mon cabinet, elles pensent manger équilibré, mais au final, quand on fait un petit peu le point, elles se rendent compte que oui, c'est vrai que les légumes et les fruits, pas tant que ça finalement, on fait vite parce qu'on est pressé, parce qu'on est fatigué, et encore une fois, je le dis sans culpabilité, mais voilà, apprendre à en prendre conscience déjà, c'est pouvoir commencer à moduler pour remettre un peu de légumes dans nos assiettes, de saison bien évidemment. Alcool, café, tabac, bien sûr, ça ne va pas nous aider sur l'anxiété. Et puis, tout cela va augmenter l'insulinorésistance, les dyslipidémies, etc. Le stress a un impact. Alors moi, j'ai aussi un DU en comportementalisme alimentaire, donc tout ce qui est compulsion sucrée, addiction, hyperphagie, boulimie, c'est aussi mon quotidien. Et évidemment que le stress va impacter notre comportementalisme et va nous pousser à avoir des addictions parce qu'on va aller chercher, et c'est pour ça que je le dis d'autant plus en étant bienveillante et sans culpabilité, ça nous est tous arrivé, et moi la première, d'avoir envie d'aller chercher dans la nutrition un doudou affectif pour aller combler, calmer une angoisse, pour aller se remplir si on se sent seul, si on se sent impuissant,
Et parfois, simplement, c'est juste que, comme on n'en a pas conscience, on se trompe de combat. Voilà. Donc après, apprendre à avoir des outils pour pouvoir se dire, ok, je fais 2 minutes de pause pour voir, là j'ai envie de me prendre le paquet de gâteaux et la tablette de chocolat ou des verres de vin, parce que depuis le Covid, j'ai de plus en plus et de femmes qui ont maintenant des addictions à l'alcool. Elles ont besoin de ça pour se détendre. Eh bien, c'est pouvoir se poser pour dire, en fait, il se passe quoi? C'est quoi l'idée? Qu'est-ce qui se passe là? Je suis fatiguée? Ah, ok. J'ai pas dormi? Ok. Je suis stressée, je me suis pris la tête avec mon patron. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que... C'est quoi mon besoin là? Ben là, en fait, je suis crevée, j'aurais besoin d'aller dormir. Ah, ok. Alors, on peut peut-être, là, se dire, plutôt que d'aller manger 2 paquets de chips, on peut peut-être se dire, et si là, je m'allongeais avec un plaid un peu, je me mets un peu la télé, là, et puis 2 minutes. Ok. Bref, c'est apprendre aussi à reconnaître ce qui se passe. Mais bon, ça, c'est un travail aussi, mais c'est important parce que tout stress peut modifier notre comportementalisme alimentaire. Et bien évidemment, qui dit changement des comportements alimentaires, ça va nous emmener vers tout ce que l'on a vu, bien sûr. Des carences d'apport. On n'a pas envie de manger des légumes quand on est sous le joug d'un stress. On a plutôt envie soit d'aller vers le chocolat, soit un verre de vin, soit quelque chose, du fromage. Voilà. Donc ça aussi, c'est important. C'est un vrai cercle vicieux qui fait qu'on va nourrir tout ce foyer, l'inflammation, l'insulinorésistance, la baisse de l'immunité, on va augmenter l'anxiété et la dépression. Alors, arrivons à nos solutions. Eh bien, bizarrement, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Vous êtes dans le sud de la France. Et le modèle, parce que j'aime pas dire le mot régime, parce qu'en fait, ça bloque le mot régime dans mon... Ça passe pas. Ça fait pas partie de mon vocabulaire, donc là aussi, je le dis, c'est pas mon approche. Je n'ai pas une approche restrictive. Mais le modèle qui a montré le plus de preuves scientifiques sur l'impact sur la santé, eh ben, vous êtes à Aix-en-Provence, soyez fiers de vous, c'est le modèle méditerranéen. Voilà. Donc, vous voyez que la pyramide, c'est d'abord, ça commence par bouger, mais ça commence, et j'adore parce que l'idée là de ressources, on est tous ensemble, vous voyez, la convivialité, donc c'est important, être à deux, ce qu'on a dit ce matin, il vaut mieux partager le plus fort. Donc ça, c'est la base de la pyramide quand même du modèle méditerranéen. Donc bouger un petit peu ses fesses, et même si, et c'est ce que je dis à mes patients, même si vous n'êtes pas sportif dans l'âme, moi je ne le suis pas, sportif, j'ai pas honte à le dire. Par contre, oui, je me bouge un petit peu parce que si je me bouge pas, c'est pas bon pour moi. Bon, voilà. Donc, eh bien, il vaut mieux, j'allais dire, vous avez un vélo d'appartement, dépoussiérez-le plutôt qu'il serve de dépotoir dans un coin. Hop, vous le dépoussiérez, vous le mettez devant la télé. Et si vous faites 5 minutes plutôt que rien, bravo à vous. Vous avez un vélo elliptique, il pleut dehors, allez, faites 10 minutes, ce sera toujours mieux que rien. Voilà. Bien sûr que l'idéal, c'est 3 fois par semaine, une demi-heure ou voire plus, 45 minutes. Bien sûr, ça c'est l'idéal, et quand je suis bien, si je peux le faire, c'est génial. Mais par contre, si je ne peux pas le faire, je fais moins, c'est pas grave. Mais par contre, j'essaye de faire quand même. Parce que faire, c'est toujours avoir une image de soi qui est toujours plus positive, gagner en estime de soi. Quand on est dans la culpabilité, ça c'est très important. Donc ça c'est la base de notre pyramide du modèle méditerranéen. Et puis bien évidemment, au niveau de l'assiette, vous le voyez, c'est beaucoup de légumes colorés, et on va y revenir, je vais vous mettre quelques zooms sur les polyphénols, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Puis j'ai Anne-Marie qui est là, et bien évidemment je lui dois, cet enseignement, je le dois à Anne-Marie, donc je la remercie, et je lui ai piqué quelques slides d'ailleurs, beaucoup sur mon diaporama. Mais du coup, voilà, les fibres que contiennent tous les légumes, les oméga-3, les oléagineux, les légumineuses, le poisson riche en oméga-3. Alors, je fais juste sur le poisson, mais je pense que je ne vous apprends rien. On préfère les petits poissons que les gros, parce que les gros poissons, comme le thon, ils sont remplis de plomb, de mercure, de cadmium, de métaux lourds en clair, et ce ne sont pas vos alliés. Donc, pour tous ceux qui seraient des adeptes du thon, voilà. Je m'abstiendrai un petit peu sur le thon. Et j'ai eu une réflexion d'une patiente la semaine passée qui m'a dit, mais même si je prends le thon en boîte petit navire,
Oui, même si vous prenez le thon en boîte petit navire, parce que ça reste du thon. Donc, il y a aussi, en plus de la boîte, et nous avons en plus donc toujours ces métaux lourds. Voilà. Donc plutôt les sardines, les harengs. Voilà, les harengs, on en trouve maintenant assez facilement, qui sont plutôt voilà dans l'huile d'olive ou de l'huile de colza, hein, c'est mieux. Et puis un petit peu de, bien sûr, hein, les protéines sont importantes. Et vous voyez que tout en haut, quand même, je me félicite pour une diététicienne qui ne prêche pas la culpabilité, hein, qu'il y ait quand même une petite boule de glace là-haut. Bon, j'aurais même mis une petite papillote de Noël, voilà. Mais voilà, de temps en temps, pour le plaisir, bien évidemment, parce que ça fait partie de la vie. Et vous voyez que voilà, les oméga 3. En fait, cette slide, elle pourrait tout à fait résumer ce que, on va dire, l'essentiel pour fortifier votre terrain quand on est sujet au stress. Donc, comme je le disais, agir sur l'axe intestin-cerveau, c'est la base. Et parce que, bien évidemment, les bactéries intestinales pourraient influencer notre humeur, certaines souches pourraient moduler l'expression de gènes en lien avec la synthèse des neurotransmetteurs. Donc, on a tout intérêt sur cette autoroute à agir. Et vous voyez ici, vous avez une alimentation riche en fruits et légumes, donc modèle méditerranéen en puissance. Tout va bien, RAS. Par contre, là, vous avez une alimentation pro-inflammatoire riche et en graisse et en sucre. Alors, bien sûr, en graisse, je fais juste une petite pause. Moi, les patients qui viennent en me disant « je fais tout à l'eau et à la vapeur », erreur. Mettez-moi de l'huile d'olive, première pression à froid, bio, de l'huile de colza, enfin bref. Non, il y a des bonnes graisses, quoi. Hein, donc, on n'est pas en sans graisse, ne nous trompons pas. Hein. La problématique, c'est souvent trop de sucre. Hein. C'est pas ça. Et donc, vous voyez, comme je vous le disais, tout communique avec le cerveau. Donc, si je ne suis pas bien en bas, je ne suis pas bien en haut, et du coup, je vais avoir plus de dépression. Donc, ça veut dire quoi? Que dans notre assiette, dans le modèle méditerranéen, il y a des fibres, parce qu'il y a des fruits, il y a des légumes, mais il y a également des légumineuses. Regardez, je vous l'ai mis un plat de lentilles, là, c'est 10 grammes de fibres. Il faudrait que l'on soit, les recommandations, c'est 30 grammes de fibres par jour. Je vous mets au défi, mais il y a très peu de personnes, si on n'est pas conscient, si on n'y prête pas attention, qui vont être à ces 30 grammes de fibres. Il ne faut pas hésiter, bien évidemment, à se faire accompagner avec un professionnel de santé, parce que s'il y a dysbiose ou hyperperméabilité intestinale, l'ajout de probiotiques est vraiment important pour rééquilibrer tout ça, et pas que des probiotiques, comme je sais que ça va être abordé, mais de la glutamine, etc. Mais ça, il faut que vous consultiez des personnes qui sont formées en microphysionutrition. Voilà, donc ce modèle de protection, le modèle méditerranéen. Je mets vraiment l'exergue et le zoom. Mettez de la couleur dans vos assiettes. Vous voulez lutter contre le stress? Allez-y. Je sais, c'est peut-être plus trop la saison, mais même quand c'est surgelé, d'accord, ça fonctionne aussi. Donc quand c'est de saison, youpi. Et quand c'est pas de saison, je veux dire, quand on est touché par un cancer et qu'on a du stress, eh bien, il vaut mieux prendre du surgelé que pas en avoir du tout. Les polyphénols sont des super alliés anti-stress et neuroprotecteurs. En l'occurrence, vous voyez, il y a un petit schéma. Alors, c'est pareil, je ne vais pas vous faire mal à la tête, mais vous voyez que quand on a du stress, ce matin, Jean-Loup parlait des mitochondries. Alors, c'est vrai que moi, je me suis dit, il aurait fallu que je rajoute 10 slides sur la mitochondrie, bien sûr, parce que c'est la fatigue, la mitochondrie. Il faut augmenter son rendement, il faut la soutenir, bien évidemment. Il parlait du coenzyme Q10, mais pas que, bien évidemment. Mais vous voyez que le stress va impacter négativement la mitochondrie, parce qu'il va augmenter, il va balancer des radicaux libres burst oxydatifs, et la mitochondrie, elle est super sensible aux radicaux libres. Donc, ça va diminuer notre rendement mitochondrial. Et si... Je vous rappelle, la mitochondrie, ce sont nos piles énergétiques. C'est elles qui nous donnent ce qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate, c'est l'énergie. Et donc, si ma mitochondrie dysfonctionne, je me retrouve avec une fatigue, mais à la fois, ça va impacter sur la neurogénèse, sur la cognition, sur mon humeur, alors que, vous voyez, le sport va relancer le fonctionnement mitochondrial, et les polyphénols, au même titre que le sport, vont avoir cette action-là. Donc, bonne nouvelle, vraiment, mettez de la couleur dans vos assiettes pour avoir des polyphénols. Et dans la famille des polyphénols, zoom sur les flavonoïdes qui sont protecteurs
de la sérotonine. Parce que si je vous ai autant parlé de la sérotonine, il fallait bien trouver des petites choses à mettre dans l'assiette. Donc, les flavonoïdes, vous voyez, donc tout ce qui est oignon, l'ail, donc la quercétine de l'oignon, la rutine, qui est la petite sœur de la quercétine, vont avoir un impact. Alors, comment ils agissent sur notre sérotonine? Eh bien, bon, le schéma, j'espère qu'il est assez clair pour vous, mais voilà, notre sérotonine, en fait, elle est dégradée par une enzyme de dégradation qui s'appelle la monoaminoxydase, la MAO, et en fait, eh bien, le stress et la production de cortisol boostent, ils activent cette monoaminoxydase, donc ils augmentent la dégradation de la sérotonine. Alors que quand j'ai des flavonoïdes, eh bien, je bloque la MAO, donc je freine la dégradation de ma sérotonine. Donc du coup, si je garde un peu plus de sérotonine, j'ai moins de dégradation, donc eh bien, j'aurai un effet anxiolytique grâce à ces polyphénols. Donc on peut dire qu'ils ont un effet anxiolytique. Il en va de même pour le cacao. Voilà, quand je vous disais le bon chocolat, alors moi je vous invite plutôt à aller sur du chocolat à 85%. Bon, en fait, plus il est riche en cacao, mieux c'est. Déjà supérieur à 70, c'est déjà une bonne chose. Mais après, plus il est élevé en cacao, et mieux c'est, puisque c'est un flavonoïde qui est merveilleux. Et également les catéchines du thé vert aussi, qui sont très intéressantes pour bloquer aussi cette fameuse enzyme de dégradation de la sérotonine, donc effet anxiolytique. Voilà, après il y a des études qui ont montré que 50 grammes de chocolat noir versus placebo sur des sujets sains qui étaient soumis à un stress psychologique, ça augmentait le calme et il y avait une montée plus faible des hormones du stress, donc en l'occurrence ce fameux cortisol. Les OPC de raisin. Voilà, hier soir quand j'ai bu mon bon verre de vin, je me suis déculpabilisée tout de suite en me disant j'ai du resveratrol dans mon verre. Eh oui, et voilà, mais c'est vrai, le resveratrol. En tout cas, il y a plein d'études sur les OPC de raisin, sur le resveratrol. C'est vraiment le French paradoxe. Mais vraiment, franchement, avoir du raisin. Alors, comme disait Jean-Loup, on croque le raisin, on le mange. Alors, bio, bien évidemment, de préférence, parce que les pesticides qu'il y a dessus, c'est pas le top. Bio, et puis un petit verre de vin de temps en temps, ça fait du bien aussi. Mais voilà, là, en l'occurrence, activité anti-stress des OPC de raisin, là aussi, ça a été démontré. Je ne pouvais pas, parce que j'ai dû faire des choix, vous comprenez bien, parce que déjà là, je vois le truc qui fait off, ça veut dire qu'il faut vite que je me dépêche. Mais le curcuma. Alors, hier soir, en discutant, parce qu'on a eu cette jolie soirée tous ensemble, je sais que Vincent va vous en parler aussi, Vincent Castrenouveau, donc super. Mais je ne pouvais pas ne pas évoquer le curcuma pour le stress, en l'occurrence, puisque la curcumine a montré dans le trouble dépressif majeur une capacité à moduler les concentrations de nos neurotransmetteurs, donc encore une fois, notre sérotonine, notre dopamine, les voies inflammatoires, l'excytotoxicité, la neuroplasticité. On a besoin de notre cerveau quand on va pas bien. Si on a un cerveau qui nous suit pas, on se sent tout mou, tout ralenti, et ça va pas. Donc il faut soutenir la neurogénèse et la neuroplasticité. Ça on va passer. La résistance à l'insuline, le stress ox et nitrosan, parce que curcuma puissant anti-inflammatoire. Donc, si j'agis sur l'inflammation, j'agis sur l'oxydation. Donc, j'améliore ce terrain-là, bien évidemment. Le système de la douleur aussi, bien évidemment. Voilà. Là, je ne vais pas détailler puisque je pense que Vincent va avoir des choses. Mais vous voyez que sur ce petit schéma, quand même, je vous ai mis protège la mitochondrie du stress oxydatif, limite la neurotoxicité, préserve la sérotonine, protège les dommages du cortisol, protège de l'hyperperméabilité intestinale. Honnêtement, c'est un super allié, la curcumine. En revanche, je pense que, pareil, peut-être que Vincent y reviendra, mais la curcumine, c'est très bien d'en mettre dans notre alimentation. Je vous dis surtout pas de ne pas le faire. Au contraire, faites-le. Par contre, il faut le faire, il faut mettre avec un peu d'huile, avec pourquoi pas un peu de gingembre, etc. En revanche, quand on veut vraiment s'aider, là, il faut aller prendre des compléments. Donc, ce sera plutôt des spécialistes en microphysionutrition qui pourront vous donner, en tout cas, des conseils sur les bons compléments, parce qu'il y a curcuma et curcuma, toutes les formes ne se valent pas. Et voilà, il faut vraiment prendre des formes qui sont biodisponibles. D'accord ? Quand je prends du curcuma comme ça au niveau nutritionnel, voilà, je vais avoir que quelques pourcents de ce curcuma, un tout faible pourcentage qui va passer au niveau sanguin, alors que quand je prends
certains compléments qui sont travaillés d'une certaine façon. On peut aller jusqu'à 270 fois les concentrations sériques. Donc, c'est le jour et la nuit. Donc là, pour le coup, allez voir des professionnels de santé. En synthèse, mieux gérer le stress à l'aide de l'assiette, bien, ça passera évidemment par toute cette couleur dans l'assiette, les polyphénols, les flavonoïdes, voilà, le chocolat, un petit verre de vin rouge de temps en temps. Et pour soutenir la sérotonine, eh bien, parce qu'il n'y a pas que ce que l'on vient de dire, il y a également donc, avoir dans son assiette des précurseurs du tryptophane, hein, donc bananes, on trouve du tryptophane dans le bœuf, la pistache, les noix. Là, je vous ai mis, vous allez pouvoir le revoir en replay, hein, donc vous aurez tout ça, hein, mais vous cherchez sur Internet, ça c'est des sources Internet, hein, des tableaux, voilà, vous aurez tous les aliments qui sont riches en tryptophane. 6 carences importantes, là c'est pareil, pas d'automédication, enfin en tout cas, allez voir des professionnels formés qui pourront vous donner des précurseurs de sérotonine aussi. Bien sûr que vous avez vu que dans la synthèse de la sérotonine, bon, le tryptophane, c'est bien d'avoir mon précurseur, mais les cofacteurs, et c'est pas le professeur Anne-Marie Roussel, biochimiste émérite, qui me dira l'inverse, c'est-à-dire que j'ai bien appris grâce à elle que toute réaction biochimique, c'est intéressant d'avoir un précurseur, mais si on n'a pas les cofacteurs, la réaction ne se fait pas. L'équation, c'est simple, c'est biochimique. Donc, il faut ces cofacteurs. Vous voyez le fer, si j'ai une anémie, que je manque de fer, j'aurais beau apporter du tryptophane, comme disait Jean-Loup, il ne se passera pas grand-chose. Donc, c'est pour ça qu'avoir des professionnels de santé formés qui vont pouvoir avoir cet œil expert et dire là, c'est là qu'il faut agir, à droite, à gauche, etc. Donc, le fer, mais les vitamines du groupe B, encore une fois, pour avoir une bonne méthylation, puisque là aussi, la sérotonine ne peut se transformer en mélatonine que s'il y a suffisamment de B6, B9, de B12 pour avoir une bonne méthylation. Pareil, vous verrez, hein, je vous laisserai regarder toutes les vitamines du groupe B, vous allez les retrouver, vous avez des tableaux, vous retrouvez dans quel endroit vous pouvez les retrouver. Les vitamines du groupe B agissent également sur d'autres neuromédiateurs, le GABA aussi, qui est neuroapaisant, on en a besoin en cas de stress. Hein, voilà, vous retrouverez tout ça, je passe. Là, c'était une supplémentation en vitamines du groupe B et stress au travail. On voit que 3 mois de supplémentation à des doses de 1,5 fois les références nutritionnelles ont montré une diminution significative du stress au travail avec une amélioration de l'humeur et de l'état dépressif. C'est-à-dire, encore une fois, ces cofacteurs, c'est pas de la gnognotte, c'est pas parce que c'est des cofacteurs, il faut y penser. Hein. Et bien évidemment, je vous rappelle le magnésium, parce que le magnésium, sans lui, on en a besoin. Dès qu'on est stressé, le magnésium, on le pisse, excusez-moi l'expression, mais c'est ça. On le surutilise et on le pisse, donc il y a des pertes en magnésium qui sont majorées. Et le magnésium, il entre en compte dans plus de 350 réactions, donc bien évidemment qu'on ne va pas les détailler là, mais avoir suffisamment de magnésium pour réduire la production de cortisol, et puis parce que c'est un cofacteur indispensable pour nos neuromédiateurs, c'est important. Les symptômes d'un manque de magnésium sont les mêmes que ceux de la fatigue. Je remercie Anne-Marie pour toutes ces slides-là, mais vous voyez, donc agir sur le magnésium, se supplémenter en magnésium, avoir dans son assiette les bons apports, mais s'il n'y a pas, eh ben, on se supplémente, c'est important parce que ça va agir aussi sur tous ces paramètres, fatigue, irritabilité, les crampes, les migraines, etc. Ça, c'est des fuites, on passe. N'oubliez pas, il y a des aliments riches en magnésium et on revient au cacao, youpi, 1 mois et demi avant Noël, c'est super. Donc, les bigorneaux, hein, vous êtes dans le sud de la France, enfin, les fruits de mer, il faut y penser, bref, voilà, vous voyez. Et puis, les eaux magnésiennes aussi sont assez intéressantes, on n'y pense pas forcément, mais il y a des eaux magnésiennes qui sont riches. Un petit peu, mais dans une moindre mesure, dans les protéines. Vous y aurez accès avec le replay. Et vous dire également, c'était comme pour le curcuma tout à l'heure, tous les magnésiums ne se valent pas. Alors, voilà quoi. Parce que, bon, moi, j'avoue, quand j'ai des patients qui viennent, parce que forcément, ils sont allés acheter du magnésium, et certains qui me disent, j'ai du magnésium marin. Ouais. Excusez-moi, mais je le dis en présence du professeur Anne-Marie Roussel, nous n'avons aucune preuve scientifique sur l'effet et l'efficacité d'un magnésium marin, donc pour recharger en magnésium. Donc, allons sur ce que l'on sait,
Et puis, ma foi, si des études sortent demain, moi, je suis toujours ouverte, hein, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, quand je conseille mes patients, je ne leur conseille pas ça. Et donc, vous avez plusieurs types de magnésium, bien évidemment. Et il y a des très bonnes formes, glycérophosphate, bisglycinate, citrate. Voilà, il y a différentes formes de magnésium, mais tous ne se valent pas. Donc, c'est important, là aussi, d'être suivi avec les bonnes personnes. On sait qu'il y a une supériorité dans les associations magnésium plus vitamine B6. Donc, là aussi, un magnésium tout nu, tout seul, c'est peut-être pas l'idéal. C'est bien d'avoir des vitamines, donc des cofacteurs, hein, pour cela. Voilà. Et bien sûr, on est dans le sud de la France, je ne pouvais pas terminer sans les oméga 3, nos alliés. Donc les petites sardines, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a plein d'études qui montrent l'intérêt des oméga 3 à longue chaîne, EPA et DHA, qui participent au contrôle du stress. Donc tout déficit en oméga 3, quand on a trop d'oméga 6 et pas suffisamment d'oméga 3, tout déficit va favoriser un état pro-inflammatoire et on est reparti. Qui dit inflammation dit oxydation sur un terrain touché par le cancer, ce n'est pas notre ami. Donc, en clair, conclusion, le stress chronique nécessite indéniablement des capacités d'adaptation supplémentaires, response adaptability, c'est ça, ability, je suis déjà en train de transformer la langue anglaise. Donc, bien sûr que nous mangeons nos émotions, donc il y aura vraiment l'importance de cette prise de conscience, importance d'un travail peut-être en comportementalisme pour prendre certaines consciences. Cette slide regroupe tout ce que vous pouvez faire dans votre assiette, le modèle méditerranéen, les polyphénols, les flavonoïdes, les vitamines du groupe B. Dans ce régime méditerranéen, il est très riche en antioxydants, donc qui dit antioxydants, dit lutter contre l'inflammation aussi, les oméga 3, mais pas que, vous voyez, la base de la pyramide, le fait de bouger, mais pas que. Hein, notre intestin, notre microbiote, il faut vraiment penser à le soutenir. La qualité du sommeil, parce que si je ne dors pas, je ne me répare pas, et si je ne dors pas, je suis fatiguée, et plus je suis fatiguée, plus c'est un cercle vicieux, donc ça c'est fondamental. Et puis il y a d'autres techniques, et bien évidemment, méditation, sophrologie, c'est pas moi qui suis une adepte de la cohérence cardiaque formée par David Auer qui va vous dire le contraire, mais la pratique de la cohérence cardiaque, c'est juste 5 minutes 3 fois par jour, alors oui, juste, mais après, même si vous me faites 3 minutes 3 fois par jour, ou 2 minutes 3 fois par jour, je prends, donc je vous invite, et d'ailleurs je veux faire plus que vous inviter, vous allez voir, mais en tout cas, voilà, pensez aussi à la gestion du stress avec des choses qui vous font du bien, y compris être socialement, voilà, avec des amis, rire, hein, c'est important. Voilà, j'ai participé à une session de yoga du rire et je peux vous dire que c'est vrai que ça fait du bien, par exemple. Voilà. Et donc, avant de vous remercier, moi je voulais terminer par cette citation de Sénèque, parce que nous sommes tous perfectibles et que seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c'est dans cette lutte que ses racines, mises à l'épreuve, se fortifient. C'était important pour moi de venir à ce colloque parce que il y a encore énormément de messages à faire passer pour plus de compréhension pour les patients qui sont touchés par le cancer et même pour les accompagnants. En clair, on sait que plus les patients ont de la connaissance, comprennent ce qui est plutôt délétère ou au contraire ce qui peut renforcer leur terrain immunitaire face à la maladie, et bien plus ils sont conscients de ça et plus ils peuvent agir, ils se sentent moins impuissants. Et c'est là l'objet de ma présence ici. Alors bien évidemment, comme je suis diététicienne, je suis allée sur l'assiette, mais pas que. Il y a aussi la gestion du stress, il y a le fait de lutter contre la sédentarité. Mais en tout cas, c'est de pouvoir à chaque fois apporter peut-être un petit peu plus de connaissances. Il y a des personnes qui en savent beaucoup, puis il y en a d'autres qui en savent un petit peu moins. À chaque fois, c'est d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice pour que les personnes deviennent encore plus acteurs de leur chemin de reconstruction, en fait. Maintenant, cela fait à peu près 10 ans que je suis au centre ressources en tant que bénévole et que j'interviens dès qu'ils ont besoin de moi.